et partage tout l'écran. Donc Ouais, on là, voit juste les transparents, mais il y a aussi le blanche à droite. Mais Ah, c'est pas grave, c'est pas, il est pas de souci. Donc on peut voir et c'est assez grand. ouais, ouais, si tu peux le mettre en plein écran, ça serait mieux, je pense. Ouais, je vais tester un autre. Bah, du coup, Anthony, tu peux tester ton partage d'écran aussi, comme ça, ce sera fait. Ce sera pour la suite. Ok, j'essaie ça. Qu'est-ce que vous voyez là? Alors là, on voit ton diapo avec diapositive suivante. Je pense qu'on voit le truc administrateur et pas ce truc. Ah ouais, ouais, ouais. Attends, j'arrête le partage. Et si je fais partager l'écran 2, est-ce que c'est mieux comme ça, non? Ouais, parfait. Ok, super. Euh, Merci. Je vais refaire un test avec une nouvelle configuration, ce sera peut-être plus confortable pour vous. Ok, vas-y. De toute façon, tant que Wally n'est pas là. Oui, de toute façon, il nous reste encore 5 minutes de pause. Si je suis là, mais j'ai galère en tout cas. Bon, j'arrive pas. Est-ce que c'est mieux ou pas? Alors, j'ai envie de te dire que ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est Ça n'a bien pas quand même. changé grand-chose. Et si je fais... Et pourquoi tu ne fais pas le bouton vert en haut à droite, en haut à gauche, je sais pas, le truc qui permet de le mettre en plein écran? Ouais, mais du coup, vous avez des bandes noires aussi, non? Ouais, mais non, là, c'est mieux. Là, c'est mieux avec les bandes noires comme ça. Là, ça fait plus Ok, grand. ça marche. Là, vous l'avez en plein écran, le mien. Ouais, Et la vidéo fonctionne? ouais. Parfait, merci. So for all of you that are presenting, I just put the link I really wanted to share, which is that one from the GitLab. And please put your PDF and your source file in there. It's a normal repo for our PhD day. And we also have the website where then Navale will also put the PDFs, and therefore please do so as soon as possible. So Fabian, you can already put yours, and the others can also put theirs, so that we have them available after the event immediately. And the one who is sharing is Nicolas, okay, because the background is flipped, but it's probably because your entire image is flipped.
Ok, ça marche, envoyé. Ah. C'est moi. Pourquoi j'étais en double volet? C'est bon. Tu veux tester encore une fois, Valet? Oui, oui, oui. C'est bon maintenant? Ah, ouais, c'est bon. Ouais. Ah, Ok, et on peut aussi continuer parce qu'il est 10 heures, hein. hier. Maintenant, c'est bon plein écran? Ah, voilà, c'est bon, parfait. Ok. Donc, ben, je vais te mettre en plein écran et je vais te laisser faire. Quand tu veux, hein. Et niveau ça va? Ou bien, Ouais, je partage ce que tu m'as dit. est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bon, Oui, ça va. voilà. Attendez. Là, tu as arrêté ton partage d'écran. Oui, attendez, ok. Ça fonctionne? So can we start? En attendant, si tu as encore des problèmes avec ta présentation, on peut peut-être passer d'abord, enfin, on peut inverser entre toi et Léo. Je pense que
Comme ça, on. Non, j'ai su. Ok, c'est ok. Parce que j'ai. Et on va faire la présentation de Léo en attendant, comme ça tu as une vingtaine de minutes en plus pour voir ce qui fonctionne pas trop. Léo, tu peux partager ton écran. Non, 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 attends. C'est bon? Bon, ouais, c'est bon. Là, je crois que par contre, tu as quitté l'appel. Ok, qu'est-ce que je fais du coup Ça va maintenant? Vas-y, Léo, et puis on inverse les deux comme ça. Ouais, je suis là, ouais. Ok. Ah, t'es là? Ouais, Ça marche? ouais, ça marche. Ok, vas-y. Partager. Vous voyez mon partage? Ouais, là, on voit ton écran. Ok. Là, c'est bon? Ouais, là, on la voit. Parfait, tu es en plein écran. Ok. Je te laisse y aller. Ok, bon, bonjour tout le monde. Bon, moi, je m'appelle Awale Hussein et je suis en 10e année de doctorat à l'IMT Atlantique et je travaille à la chaire cybersécurité et j'ai commencé ma thèse, en tout cas l'année dernière, octobre de l'année dernière. Et mon sujet porte sur l'apprentissage automatique pour gérer les attaques cyberphysiques. Ben, ma présentation, en tout cas, les plans de ma présentation sera comme suit. Dans un premier temps, je vais essayer de contextualiser les sujets de ma thèse. Et dans cette partie des contextes, je vais essayer de parler, en tout cas, la motivation qui nous a mené à faire, en tout cas, et à trouver des pistes de recherche que nous sommes en train d'explorer. Et par la suite, je vais essayer de formuler, en tout cas, une question de recherche qui, à la fin de la thèse, j'espère bien apporter des réponses à cette question, en tout cas. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de parler de l'état de l'art. Dans cet état de l'art, d'abord, je vais essayer de vous donner une aperçu général de cette channel qui n'est rien d'autre que les canaux auxiliaires, dont nous allons voir en tout cas les définitions et les différentes parties qu'elles consistent. Et et dans la deuxième partie, nous allons essayer de parler une méthode d'anomalie de détection qui sont basées sur les sons. Et avant de finir, en tout cas, je vais essayer de parler sur les travaux actuels dont je suis en train de faire, c'est-à-dire à savoir les surveys dont je compte bientôt finir, en tout cas, et soumettre, qui est basé sur les Anomaly Detection Based on Sound. Et de l'autre côté, je suis en train de faire une expérimentation afin de comparer les techniques. Et pour finir, je vais conclure et vous donner quelques références utiles. Bon, en tout cas, contextualiser les sujets de ma thèse, en tout cas, dans un premier temps, on s'est focalisé sur les systèmes cyberphysiques. Comme nous le savons, ces systèmes cyberphysiques, en tout cas, connectent les mondes cyber avec les mondes physiques via une communication réseau. Et cette intégration, en tout cas, rend les CPS, c'est-à-dire les systèmes cyberphysiques, vulnérables à certains types d'attaques. Par exemple, à titre d'exemple, en tout cas, on peut prendre l'attaque Stuxnet et Maroshi Water System, qui sont des cyberattaques, en tout cas, qui ont causé des dommages, en tout cas, dans les. Et nous, notre objectif, c'est comment, en tout cas, l'objectif de ma thèse, en tout cas, c'est comment proposer une méthode de détection pour contrer les attaques cyberphysiques. Et pour cela, en tout cas, pourquoi on s'est d'abord dit l'anomalie de détection? Parce que établir, en tout cas, des méthodes d'anomalie de détection est importante pour euh, euh, suivre l'état du système, les comportements du système, en tout cas. Et c'est dans la littérature, après avoir lu, en tout cas, et faire l'état de l'art, on s'est rendu compte que
il y a pas mal de méthodes d'anomalie de détection, mais ces méthodes, il y a différentes approches qu'on utilise. Par exemple, on utilise les ADS, Intrusion Detection System, qui sont largement étudiés dans la littérature. Et il y a aussi les ADS basés sur les réseaux, où on utilise les trafics réseau et tout. Mais on s'est rendu compte que les side channels, c'est-à-dire les side channels qui sont basés à anomalie de détection, n'est pas assez contribué. C'est ce qui nous a donné la motivation de travailler et de contribuer sur ces axes de recherche, c'est-à-dire de proposer un modèle de détection qui sera basé sur les side channels. Du coup, voici la question principale, on peut dire, de ma thèse, qui est comment peut-on utiliser les side channels pour en tout cas améliorer la sécurité des systèmes industriels. Et pour répondre à cette question, il est important de se poser la question qui est quels sont les paramètres de fluide physique qu'on va utiliser? Parce que les side channels, en tout cas, possèdent pas mal de paramètres de fluide physique, comme par exemple les sons et la consommation du courant. Et on s'est posé aussi quelles sont les anomalies qu'on peut en tout cas détecter avec les side channels. Lorsqu'on dit anomalie, en tout cas, on parle des pannes, c'est-à-dire des défaillances du système ou cyberattaques. Avec les side channels, est-ce qu'on peut détecter soit ou les pannes ou bien les deux à la fois? Est-ce qu'on peut détecter? C'est ce que nous allons voir en tout cas dans les prochaines slides. Du coup, les termes side channel dans ces slides, en tout cas, on va essayer de voir les bases des side channels, les canaux auxiliaires, les use case, classical use case, les cas d'usage classiques, en tout cas, où le terme side channel est le plus utilisé, c'est les attaques. Et il y a différentes attaques de side channel. Et les side channel attaques permettent en tout cas d'exploiter les failles du système, c'est-à-dire les failles de l'implémentation du système, des algorithmes cryptographiques. Il y en a pas mal d'attaques de ce type. Il y a les attaques correlation power analysis, il y a les attaques en faute, entre autres. Et de l'autre côté, récemment en tout cas, on utilise les side channels. Les side channels est appliqué dans les détections d'anomalies. Pour détecter les anomalies. Et pour détecter les anomalies, c'est juste, on va modéliser l'état du comportement du système avec les différents paramètres des fluides physiques dont j'ai parlé précédemment. C'est-à-dire, on va utiliser en tout cas pour exploiter les failles du système ou bien pour modéliser les comportements du système, c'est-à-dire dans les cas d'anomalie de détection, il est important d'utiliser en tout cas les paramètres des fluides physiques qui sont par exemple électromagnétiques, les tons, les sons et la consommation du courant. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est utiliser les side channels dans les cas des anomalies de détection et voir dans un premier temps les sons, c'est-à-dire utiliser comme paramètre des fluides physiques dans un premier temps les sons. Après, on verra, en tout cas, on va essayer de corréler avec consommation du courant ou bien électromagnétique. Mais pour l'instant, on essaye de creuser là-dessus, en tout cas, c'est-à-dire comment peut-on proposer un modèle de détection qui sera basé sur les sons. Et c'est dans ce contexte, en tout cas, qu'on s'est focalisé sur les sons. Du coup, les méthodes, c'est-à-dire les anomalies de détection qui sont basées sur les sons, consistent en tout cas à détecter si une machine et les sons d'une machine, c'est-à-dire, oui, on enregistre les sons d'une machine est normal ou anormal. Du coup, les Sound-Based Anomaly Detections, en abréviation SAD, je vais utiliser dans les prochaines slides SAD, à différents domaines d'application, comme par exemple la prédictive maintenance, qui est largement en tout cas contribuée dans les littératures. La prédictive maintenance consiste en tout cas à dire en tout cas si une machine est tombée en panne et tout, en se basant sur acoustic sound basic. Et dans l'autre côté, les cyber-attack detection. À partir du son, on peut aussi détecter des attaques cyberphysiques. Et nous, notre objectif, c'est comment, en tout cas, essayer de proposer un modèle qui, à la fois, détecte les défaillances du système et les cyberattaques. Du coup, pour vous faire simple, en tout cas, voilà le fonctionnement général, comment ça fonctionne, en tout cas, les Sound Anomaly Detection. Nous avons d'abord, en tout cas, on récupère les données, c'est-à-dire, et on partage les données normales et les données anormales. Pour ça, on a besoin des datasets. Après, on fait pré-traitement du son. Dans ces pré-traitements, on extrait
les caractéristiques les plus pertinentes et on traîne les modèles. Et ce qui diffère en tout cas d'un modèle ou bien d'un technique à un autre, c'est les modèles et les caractéristiques utilisées. Et une fois on entraîne les modèles, on teste avec de nouveaux sons et on extrait les mêmes caractéristiques dans la phase du traitement et on essaie de calculer la distance, en tout cas, c'est-à-dire on essaie de voir la différence entre ce qu'on a trouvé dans la phase d'entraînement et ce on obtient. Si toutefois on trouve un truc qui est supérieur à un C qui sert, en tout cas qu'on a défini au préalable, on considère que ce son est anormal. Et sinon, c'est normal, c'est un son normal. Du coup, voilà un exemple, en tout cas typique du Sound-Based Anomaly Detection qui utilise comme modèle l'auto-encodeur. L'auto-encodeur, c'est rien d'autre qu'un modèle de deep learning qui est composé de deux grandes fonctions, c'est-à-dire la fonction encodeur et la fonction décodeur. Du coup, ça prend en entrée en tout cas les sons. Et ça, dans l'image où on voit, c'est les spectrogrammes. C'est une des caractéristiques du son. Et ça rentre. Et après, une fois qu'on a l'input, ça nous donne un output, c'est-à-dire il décode et on calcule en tout cas la reconstruction, l'erreur de reconstruction. Et à partir de là, on utilise la distance euclidienne pour savoir si, en tout cas, les sons en entrée est normal ou anormal. C'est dit ça, on a zoomé en tout cas un modèle bien précis, en tout cas, que j'ai retiré dans l'article qui est dans la référence. C'est pour vous dire que d'un modèle à un autre, il y a pas mal de paramètres qui sont différents. C'est-à-dire comme par exemple les datasets utilisés ou bien les caractéristiques utilisées et les modèles. Et à partir de là, nous, on a fait une taxonomie, c'est-à-dire une taxonomie qui nous permet d'identifier en tout cas certains critères pour sélectionner les papiers ou bien les études qui travaillent sur les Sound-Based Anomaly Detection. Et ces critères sont les datasets. Il y en a certains qui utilisent des datasets publics alors que d'autres utilisent des datasets, leurs propres datasets. Les caractéristiques extraites, le mode d'apprentissage, les modèles utilisés et les métriques d'évaluation. En tout cas, je vais détailler en tout cas critère par critère dans les prochaines slides. C'est dit, c'était pour vous dire que voilà, après l'état de l'art, en tout cas, on a tiré une taxonomie qui nous permettra non seulement de sélectionner l'article en fonction de ces critères, mais aussi de catégoriser les articles sélectionnés en fonction des critères. Du coup, comme en tout cas j'ai précédemment dit, j'ai travaillé sur un survey qui est presque fini, on peut dire ça. Et la méthodologie dans laquelle je suis pour sélectionner les articles, en tout cas, il y a pas mal d'étapes à suivre. Parmi les étapes, nous avons l'objectif, c'est-à-dire bien définir l'objectif du papier. Et ces papiers, c'est pour la conduite d'une littérature revue sur les Sound Anomaly Detection. Et on s'est posé une question en disant que comment peut-on détecter les anomalies sur les systèmes industriels en utilisant les sons. Et pour cela, en tout cas, on a besoin de définir des mots-clés pour faire notre recherche, en tout cas. Et les mots-clés sont anomaly detection et ainsi de suite. Et les synonymes aussi. Il y en a acoustic side channel, separata detection et tout. Et on a des critères de sélection. Nous avons bien évidemment des sélections, en tout cas des critères d'exclusion et des critères d'inclusion. Mais le plus important, en tout cas, à noter, c'est en tout cas dans les critères d'inclusion, on sélectionne l'article qui répond aux critères qu'on a vus en tout cas dans les taxonomies. C'est-à-dire s'il spécifie bien en tout cas les datasets qu'ils ont utilisés, les modèles, s'ils ont bien spécifié aussi les caractéristiques qu'ils ont extraits, ça c'est un bon article en tout cas et qui répond à nos critères de sélection. Et les sources utilisées, c'est aussi, on a ACM, I3Z, Scopus et Dickies. OK. Maintenant, on va essayer de zoomer critère par critère afin de classifier en tout cas les différents articles sélectionnés de nos surveys. Comme nous les avons, en tout cas, les datasets, c'est-à-dire les jets de données
est un aspect important pour non seulement entraîner, tester et valider les approches, peu importe l'approche en tout cas proposée, et les cas d'anomalie de détection, on utilise des méthodes de deep learning ou de machine learning, et les datasets, c'est tellement important. Du coup, dans la littérature, il y a 3 datasets publics qui sont largement utilisés. Ces datasets sont MIMI, Troy Edmonds et Mivia. Et du coup, par exemple, moi, les articles que j'ai identifiés, que j'ai sélectionnés, il y en a certains qui utilisent MIMI et Troy Edmonds, et il y en a un autre qui utilise Mivia, mais presque la majorité, en tout cas, des articles que j'ai sélectionnés dans mon survey utilisent leur propre dataset. C'est pourquoi nous aussi, c'est ce qui nous a motivés à générer nos propres données aussi, pour pouvoir utiliser non seulement comparer les différentes techniques et aussi proposer un modèle là-dessus. Maintenant, nous allons essayer de voir ensemble les caractéristiques extraites. C'est en tout cas une étape importante pour les pré-traitements du son. Et cette image, cette figure, en tout cas, montre les différentes étapes qui permettent d'avoir en tout cas les caractéristiques. Les caractéristiques, en tout cas, ça représente l'audio, les signaux audio d'une manière représentative, en tout cas. C'est-à-dire, ça nous donne un vecteur ou bien une matrice. Et c'est quelque chose qu'on peut, en tout cas, qui peut être, en tout cas, l'entrée du modèle qu'on souhaite. Et les différentes étapes sont, d'abord, on a un analogue signal, c'est-à-dire signal analogue. Et après les étapes, lorsqu'on suit, on obtient, en tout cas, à la fin, les fugères. Mais ça dépend, en tout cas. Il y a des caractéristiques qui sont basées en temps, alors que d'autres en fréquence. Il y en a d'autres qui utilisent les deux à la fois. Et parmi les différentes caractéristiques les plus souvent utilisées sont les MFCC, Mel Frequency Spectral Coefficient, et aussi les spectrogrammes, mais les spectrogrammes aussi, ainsi de suite. Et nous avons aussi différentes techniques, en tout cas, utilisées pour pouvoir, pour les différents modèles proposés. Et nous avons en tout cas partagé en deux grandes parties. Il y a certains qui utilisent des modèles statistiques, alors que d'autres utilisent machine learning et deep learning. En gros, les machine learning et deep learning sont à la base des modèles statistiques aussi. Mais les différents modèles statistiques, nous avons Mahanapolis Distance et Dissimilarity Model. Et dans les machine learning, nous avons en tout cas OCSMM, One Class Support Vector Machine, auto-encodeur, ou bien une variante d'auto-encodeur qui est Deep and auto-encodeur. Il y a aussi LSTM, CNN. Oui, et il y a des algorithmes, il y a des modèles aussi qui utilisent en tout cas, qui combinent des modèles à la fois, c'est-à-dire auto-encodeur et LSTM. Et c'est en fonction de ces techniques que nous classifions les papiers identifiés, en tout cas. Dire que tel papier utilise les modèles des machine learning et on spécifie entre quel type de modèle aussi, ainsi de suite. Et avant de finir, en tout cas, les surveys, c'est en suivant la méthodologie, on peut, en tout cas, ça peut être reproductible, en tout cas, c'est-à-dire retrouver les mêmes papiers, mais c'est juste la classification et comment on a catégorisé qui diffère et la manière dont on a catégorisé repose sur notre taxonomie, c'est-à-dire les taxonomies que nous avons vues, en tout cas précédemment. Et c'est ce qui nous a permis aussi de classifier les différents articles de la bonne manière. Et Fabien vous a bien introduit en tout cas les fichiers techniques et comment on arrive à enregistrer les sons. Maintenant, on a réussi à automatiser les tâches qui consistent à faire tourner les fichiers techniques en enregistrant les sons. On fait tout ça pour non seulement, d'abord, on veut générer des datasets, c'est-à-dire nos propres datasets, nos propres données, nos propres jets de données, et qui est les sons. Et une fois qu'on a ces données, on va essayer de comparer quelques techniques sélectionnées dans notre papier afin de dire en tout cas tel papier a proposé telle méthode, mais avec nos données, ça nous donne telle accuracy ou bien telle précision. Et
En tout cas, c'est l'une des tâches que j'ai fait actuellement. Pour finir, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, j'essaie de faire une littérature, une revue de littérature sur les Sound Phase Anomaly Detection sur les systèmes industriels. Et aussi, il faut retenir aussi qu'on est en train de générer nos propres datasets afin de faire une comparaison de quelques techniques déjà revues dans les surveys. Mais l'une des challenges, en tout cas, qu'on a rencontré, qui est largement aussi présent dans la littérature, c'est comment en tout cas produire des sons anormaux dans le système. Parce que ça se produit rarement, les sons anormaux. Mais il y en a différentes méthodes pour créer ou bien produire des sons anormaux. On peut faire d'une manière synthétique, comme on peut faire, en tout cas, on peut faire par exprès, en tout cas, des bruits parasites à côté de l'enregistrement pour dire que ce sont des sons anormaux et tout. Mais ça, c'est à voir, en tout cas. Et ce qu'on souhaite faire aussi après faire la comparaison, c'est de proposer une approche de Sound Phase Anomaly Detection qui détecte à la fois les différences du système et les cyberattaques. Et l'utilisation pour faire une corrélation, en tout cas, avec les sons, on a prévu d'utiliser un paramètre de fuite physique, comme par exemple la consommation du courant, afin de solidifier notre approche d'anomalie détection qui est basée sur les sons. Ben, merci de votre attention. J'étais très vite, je pense, mais bon. Non, bah, c'était très bien. Merci beaucoup pour ta présentation. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser à Wally. Donc, j'ai une question. Donc, tu as dit que c'est une bonne idée de créer son propre dataset. Est-ce que j'ai bien compris ça? Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Une bonne idée, ok, oui. Oui, en tout cas, c'est une bonne idée d'avoir en tout cas tes propres jets de données dans les sens où, en tout cas, les techniques, en tout cas, on peut pas savoir, en tout cas, quelle approche est plus pertinente par rapport à l'autre, vu qu'en tout cas, en fonction d'approche, ils utilisent des datasets différents. Et nous, notre objectif, d'abord, c'est, vu qu'on fait un état de l'art, on identifie différentes techniques et on s'est dit, bah, on ne peut pas dire, en tout cas, on ne peut pas justifier la pertinence des techniques d'un autre, vu qu'ils utilisent des datasets différents. Mais nous, ce qu'on souhaite faire, c'est que d'abord prendre les différentes techniques et les donner comme entrée notre dataset, c'est-à-dire les mêmes datasets, et voir en tout cas qui nous donne une bonne accuracy par rapport à l'autre. Ça, c'est l'un des objectifs qui nous a motivés, en tout cas, à générer nos propres datasets. Ok. Et donc, mon commentaire, c'est que naturellement, on ne peut pas générer son propre dataset s'il y a des datasets qui sont dispo parce qu'on veut bien être comparable, mais comme tu n'as pas identifié le dataset, il fait du sens de le créer, ok. Et la deuxième question est, si on crée maintenant des datasets, tu as dit qu'il est difficile de créer des fausses sons pour faire des choses. Donc, dans quelle manière est-ce que tu veux le créer pour le moment? Ouais, en tout cas, en s'inspirant en tout cas les datasets publics dont j'ai cité, et ils se sont pris en tout cas de différentes manières. Il y en a certains qui ont, lors de l'enregistrement en tout cas, qui ont causé en tout cas, ou qui ont fait exprès des bruits parasites en tout cas, pour dire que c'est anormal, en tout cas, ça, vu que ça change les bruits normaux ou bien du fonctionnement normal du système, ils ont dit ça, on considère que ce sont des sons anormaux. Alors qu'il y a d'autres, en tout cas, qui fait en tout cas ça d'une manière synthétique, c'est-à-dire ils prennent les sons normaux et ils ajoutent des bruits, en tout cas, gaussiennes et tout, pour modifier en tout cas les caractéristiques. Et ça va pas être les mêmes, en tout cas, les sons normaux si on ajoute des bruits gaussiennes ou bien d'autres bruits aussi. Mais oui, c'est l'un des problèmes, en tout cas, qui est largement, en tout cas, rencontré dans la littérature.
Ok. Et moi, ma proposition là serait de regarder quelles sont les attaques qui sont communes contre lesquelles on veut faire quelque chose et de les utiliser pour créer des sons qui sont liés à ces attaques. Parce que ça va te donner une piste pourquoi il fait de sens de regarder tel ou tel bruit. Ok, Ok, cool. Merci beaucoup. ok, Juste un commentaire, parce que c'est un problème qui peut se poser souvent, c'est que vu la démarche, je ne sais pas si vous pouvez prouver déjà qu'il y a forcément une différence entre le comportement avec attaque et le comportement nominal. Mhm, Et du coup, c'est d'essayer quand même déjà de commencer par être sûr que les scénarios que vous traitez mhm, d'attaque, mhm. vous avez un, un insight que, en gros, il y a pas d'overlap. C'est-à-dire? Bah, l'ensemble des comportements normaux va avoir certains profils sonores. Oui, tout à fait, ouais. L'ensemble des comportements d'attaque va avoir un autre profil. Si l'intersection est non vide, Mhm. vous êtes en face d'un problème de décision. Et là, c'est pour le coup, on ne peut pas décider, quoi. Oui, je vois, oui, 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 c'est vrai, oui, oui, oui. Et du coup, déjà, éviter de commencer les premières expérimentations, parce que bon, ça, c'est un truc qui sera peut-être évoqué, enfin, plus ou moins par Hassan dans sa présentation, mais ça, c'est des trucs qui posent problème pour les classifiers, l'existence de ce genre de points, Ok, au ok, passage. ok. Et c'est juste de vous assurer, quand vous sélectionnez les scénarios, d'éviter ça, quoi, parce que sinon, Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Ça va biaiser en tout cas les résultats des classifieurs. bah, c'est un problème de décision. C'est-à-dire, le seul moyen de décider, c'est pas en écoutant le son, c'est en connaissant l'origine de la donnée. Ouais, ouais, Du ouais. coup, bon, bref. Ok, merci, merci pour les commentaires. Merci beaucoup pour cette remarque. Et merci encore une fois à Wallet et à Mob pour leur présentation. La prochaine personne. Excusez-moi, j'avais juste une question. Ah, bah, parfait. Non, Désolé, bah, j'avais le micro qui était fermé. Ah. Pour la remarque précédente, je souscris. Par contre, il y a des méthodes qui existent sur justement ce qui est dans la distribution, ce qui est en dehors de la distribution et ce qui vient en limite de distribution. Donc, il y a des solutions pour ça. Ma remarque à moi, c'était plus sur... en fait, on est sur des travaux qui sont très similaires de la maintenance prédictive, vous l'avez cité. Ça veut dire qu'on ne part pas de zéro. Les datasets, il en existe énormément. Nous, c'est des choses qu'on fait beaucoup en surveillance justement sonore. On a beaucoup de chercheurs en acoustique. Maintenant, ma question, qui est plus sur le ML, la problématique de ces sujets-là, c'est que ça demande un travail très chronophage d'aller rechercher toutes les typologies de sons possibles et imaginables en mode nominal. L'une des solutions qui paraît être un petit peu miraculeuse, c'est d'utiliser du non supervisé. En gros, de laisser une sonde qui va venir renifler tous les sons possibles et imaginables et ensuite pouvoir faire la distinction entre ce qui est normal et anormal. Est-ce que vous vous dirigez plutôt vers ce style de méthode ou est-ce que vous allez rester sur des méthodes plus supervisées où du coup vous allez prendre un échantillon et un peu comme disait Marc, déjà tester en fait prédire les attaques. Parce que ce qui est intéressant dans le ML finalement aujourd'hui, c'est justement ce qui est imprédictible. Aujourd'hui, on fait beaucoup de ML finalement qui ressemblent à des protections statiques où on est obligé d'imaginer toutes les attaques possibles et imaginables et on essaye in fine de les filtrer. Ouais, mais oui, oui, mais ouais. Normalement, en tout cas, dans la littérature, les méthodes les plus utilisées, en tout cas, c'est les non supervisés. On ne peut pas utiliser des supervisés parce que du moment que les sons anormaux sont rares, on ne peut pas étiqueter, en tout cas, nos sons et dire ça c'est normal et ça c'est anormal. Mais dans la phase d'entraînement, on va utiliser les non supervisés et donner comme entrée quels sont normales. Et après, dans la phase de test, si toutefois il y a une déviation, pour que l'algorithme de machine learning nous dise si c'est anormal ou bien normal, en définition d'essai. Ok. Et deuxième question, dans les linkages là, que vous citez, pourquoi vous ne faites pas de la corrélation, c'est-à-dire plutôt que focuser uniquement sur le son, pourquoi vous ne prenez pas une piste de corrélation? Et notamment, il y a quelque chose qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est les flux de données, les vitesses de flux de données.
les corrélations, on a prévu de faire ça en tout cas, mais on a d'abord commencé, mais on n'a pas maintenant accès au labo et la CHS pour faire, en tout cas pour mesurer la consommation du courant des automates industriels. Mais on souhaite faire les deux en même temps en tout cas et voir qu'est-ce que ça donne. À la fois la consommation du courant, c'est-à-dire si les courants passent du capteur, si les courants ne passent pas, ce qui veut dire qu'en tout cas, tel appareil ne fonctionne pas, c'est-à-dire par exemple l'établi roulant. Alors que nous, le son, ça nous donne un son normal, alors que la consommation du courant nous donne quelque chose de contraire en tout cas. Et avec les deux, on espère avoir en tout cas une approche solide, quoi. D'accord. Mm. Merci. Et pour répondre, parce que tu as parlé aussi des flux de données dans les réseaux, je pense. Et donc, l'idée est vraiment aussi naturellement de corréler avec ça, parce que l'idée est de faire la détection des anomalies traditionnelles. OK, il y a des autres qui font ça. Et avec Cavalier, on veut regarder si on ajoute des modalités en plus, comme le son ou le current ou les autres. Est-ce que ça va améliorer la qualité ou pas? Quel est l'effort en plus qui est là? Voilà. Mais pour le moment, Avalé a juste regardé cette petite détection avec le son. Mais les pistes vont clairement dans cette direction parce qu'elle ne fait pas du tout de sens de s'isoler avec une méthode un peu différente et pas sûr ce qu'elle va faire, mais de regarder les approches traditionnelles et ajouter ça, ça pour moi fait beaucoup de sens parce que comme ça on peut voir si on peut ajouter une ground truth, si on peut faire ajouter quelque chose au fingerprint, etc. Donc c'est exactement la direction, la bonne direction dont tu as aussi parlé. Donc merci beaucoup pour commenter. Merci, très beau sujet. Merci. Merci. Alors, du coup, merci à tous. Encore une fois, merci à Awele. Maintenant, Léo, je vais te laisser prendre la parole et nous présenter. Ouais, merci Nicolas. Alors, vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Non, je pense que ça ne marche pas. Si, J'ai un écran blanc. c'est parce que je me disais. On a fait le test tout à l'heure.